Donc dans un navigateur web genre Google, j'ai tapé Luma 3D et la première chose sur laquelle je tombe, c'est Luma Intelligence Artificielle. Donc ils font plusieurs choses assez géniales. Au départ d'une vidéo, ils peuvent faire des objets en 3D et d'autres choses. Mais alors, il y a quelque chose qui est nouveau chez eux, c'est de générer des objets 3D sur base de prompt. Donc si je clique sur Imagine 3D, j'arrive là. Parfois, il me demande de créer un compte ou alors de me connecter avec mon compte Google. Donc à vous de choisir. Et donc, il y a différents objets 3D qui existent déjà et qu'on peut tourner et récupérer dans un logiciel 3D. Alors il faut bien se dire qu'on est au départ, au démarrage de ce genre de technique et la qualité, elle est pas mal franchement par rapport à ce qu'ils faisaient il y a quelques années, ce qui se faisait en intelligence artificielle pour générer de la 3D il y a encore 2-3 ans, c'était vraiment pourri de chez pourri, mais là ça commence quand même à être bon. En fait, c'est utilisable principalement, vu la qualité, en tant que assets dans des jeux vidéo. Vous voyez, des objets dans des jeux vidéo, parce que c'est pas l'objet principal, c'est juste un objet secondaire dans le jeu vidéo, ou on peut l'utiliser aussi, nous, pour le mettre dans Adobe Dimension, parce que c'est récupérable en 3D, c'est téléchargeable. Donc, ce qui est assez génial, c'est que on va créer. Pour l'instant, c'est gratuit. En plus. Donc, si vous pensez que c'est pourri, dites-vous bien que ça évolue à une vitesse incroyable, ce genre de technologie. Donc, je vais demander une motocyclette miniature jaune à jouer. Et voilà ce qui m'a produit. Donc, je vais cliquer sur celle qui me paraît la plus intéressante. Donc là, voilà. Roulette de la souris permet de zoomer. Et en effet, c'est pas extrêmement génial. Mais dites-vous bien, attention, les nouvelles technologies, on se moque souvent au début et puis après, on rit jaune. J'ai plein d'exemples où des nouvelles technologies sont apparues et au début, on s'en moquait, et puis après, on ne s'en moquait plus du tout, on critiquait, mais pour d'autres raisons, pas parce que c'est pourri, mais parce qu'en fait, c'était devenu trop bon. Alors, vous avez la possibilité, vous avez testé ça aussi, Make High Res, faire haute résolution, ce qui peut prendre un peu de temps. Voilà, comme ils le disent, this will take a couple minutes. Alors, finalement, il m'a calculé mon modèle haute résolution. J'ai fait 2 exportations, une en FBX, une en GLTF. Il faudrait tester aussi les autres exportations si on a l'occasion, mais voilà. Donc, encore une fois, c'est pourri, mais pas tellement que ça par rapport à la quantité de temps que ça m'a demandé. Je trouve que le rapport résultat temps l'investissement, c'est pas si mal que ça. Et encore une fois, ça va évoluer. On rigole, on trouve ça moche et on rira jaune d'ici 1 an ou 2 quand ça va vous sortir des modèles beaucoup plus sérieux. Donc voilà les 2 exportations. Le GLB ici. Et le FBX qui en réalité c'est un zip que j'ai dû dézipper sur l'ordinateur et j'ai le fichier FBX et 3 fichiers, un pour l'image RGB, voilà, si je fais barre d'espacement ici on voit le déploiement UV qui est quand même assez complexe, mais bon, comme ça c'est pas moi qui dois le gérer, ça va. On a le roughness, donc la brillance, en fait, il y a un fichier pour la brillance et il y a un fichier pour ce qui est métallique. Donc ça, c'est une texture complexe qui est composée de plusieurs canaux et on n'a pas encore vu dans Adobe Dimension comment on gère tout ce qui est brillance, etc. Mais voilà, ça, il faudrait
soit ça va arriver seul, bien assemblé dans Dimension. Quand on ouvre le modèle, il va bien mettre les textures dessus, soit il faudra le faire manuellement. Donc vous avez créé de votre côté vos propres objets dans lumalabs.ai et vous devrez les télécharger et les fournir, ça fait partie du cours, pour prouver que vous avez testé ça. Donc on va aller dans Dimension, on va créer une nouvelle scène pour faire le test. On va faire dans Dimension fichier importé, donc un commande I, CTRL I si vous êtes sur un PC, modèle 3D. Et là, je vais ouvrir d'abord le GLB. Voilà. Roulette de la souris, pivot, point pivot que je prends, et voilà, ça colle. Clic droit, et voilà. Quelle est la dimension de cet objet? Et apparemment, on est à 100 cm, 71, 51, donc il fait 1 mètre de hauteur. Non, de longueur, puisque c'est du X, c'est l'horizontale, et en hauteur, il fait 71 chez moi, voilà. Donc, c'est pas vraiment un jouet, c'est une mini-moto pour les enfants, oui, c'est... Voilà. Ah, il y a de la brillance, ça, vous voyez? Quand on tourne, il y a de la brillance, et alors on peut tester ça avec un éclairage 3 points éventuellement, oui c'est ça, ici dans les ressources pour démarrer, éclairage 3 points, ça va peut-être être un peu plus intéressant, oui, donc ça a tendance à être un peu trop fort, mais il y a les propriétés de chacun des 3 éclairages de l'éclairage 3 points, où on va pouvoir diminuer l'intensité. Voilà. Et si on enclenche le rendu, on verra évidemment, le rendu rapide, on verra un peu mieux. Bon, si le rendu c'est un peu trop demandé à votre ordinateur, vous avez la possibilité ici en cliquant là-dessus de demander rendu moitié ou quart. Comme ça, ça devrait aller 4 fois plus vite ou 16 fois plus vite. Ok, je vais désenclencher de toute façon moi ici le rendu. Alors concernant le format GLB, le format de fichier GLB est un format relativement récent, introduit en 2015 en tant que format binaire pour représenter les fichiers GLTF. Alors, je vais tenter d'importer l'autre modèle. Donc, fichier importé, modèle 3D, le FBX. Voilà. Ah, ben voilà. Ah, ben bizarrement, elle est couchée. Haha. Alors, au niveau du point pivot, c'est bizarre, hein? Au niveau des propriétés de l'objet, là sélectionné pivot, on va voir si en changeant le pivot, on arrive à changer ça. Non, il va falloir que je le tourne. Manuellement. Avec la touche Shift, ça fonctionne pas, mais voilà, moins 90 degrés. Et puis le remonter. Moi, le transparent, je le
Chez toi, elle est transparente. Ouais. Ah oui. J'ai les déplacements, les flèches de déplacement, mais j'ai pas... Alors si elle est transparente, tu vas mettre une texture sur elle. Quand elle est sélectionnée, tu vas... Non, elle est toute petite. Ah, elle est toute petite par rapport à l'autre, elle est toute petite? Ouais. Ah, ça c'est surprenant. Pourtant, tu as utilisé le même fichier que moi. Ouais. Ah ben c'est surprenant. Sinon j'allais te dire qu'il fallait mettre une couleur de base dessus, mais apparemment c'est pas ça le problème. Donc cet objet est venu sans la texture. Alors on va tenter de mettre la texture sur lui. Sans garantie, je n'ai pas testé sur cet objet. Donc il est sélectionné, c'est le iPoly 2, parce qu'il portait le même nom que l'autre moto que j'avais déjà importé, donc automatiquement ça a été renommé. Et dans la partie des actions ici, en ce qui concerne la matière, vous avez vu? La matière. On a la couleur de base, mais moi mon but c'est de la remplacer par une image, donc je vais aller tester ça. On va cliquer sur couleur de base ici. Voilà. Et dans le panneau, on va indiquer qu'on veut une image. Quelle image? Mais on va la sélectionner sur l'ordinateur. Donc, dans le fichier des IP FBX, on a le RGB, c'est certainement ça. Testons. Et voilà, nickel. La moto, grâce à l'image, le déploiement UV ici que j'ai été téléchargé, la moto a maintenant de la couleur. Ah oui, ok. Incroyable. Et je vais enregistrer ceci pour les archives, pour ne pas perdre ça. Je vais appeler ça import de moto. Voilà, -01. Donc, on va redémarrer sur le projet de packaging, projet de présentoir. Donc, on a la découpe, le die cut dans Illustrator. Voilà, ça avait été redessiné. Donc, un fichier qui... Il faudra encore travailler un peu dessus pour qu'il soit exploitable sur une machine à découpe et sur l'impression. D'abord l'impression puis la découpe, avec éventuellement entre les deux une opération. Oui, quand on fait un packaging. Quand on fait un packaging, il y a donc d'abord la phase de l'impression sur la feuille, et puis ensuite il va falloir découper. Et entre les deux, il peut se passer quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer entre les deux, entre l'impression et la découpe? Ah oui. J'imprime sur du papier, donc par exemple ceci. Puis il va falloir le découper pour que, quand on l'assemble, ça fasse cette superbe boîte. Entre les deux, il y a une phase qui peut intervenir. Là? Tu es un peu proche de la bonne réponse en disant la colle, mais c'est pas vraiment la colle, parce que ceci se monte sans avoir besoin de colle. L'assemblage. L'assemblage, ça s'est fait manuellement par la personne. D'ailleurs, à ce propos, c'est soit les gens dans le magasin, puis si c'est une chaîne de magasins, une franchise, c'est les gens qui vont monter le présentoir en magasin, ou alors vous savez que si vous allez au Quick ou au McDo, les gens le montent en temps réel quand on commande une boîte Funbox ou je ne sais quoi pour les enfants. Et on a aussi la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle des ateliers protégés en ce qui concerne les boîtes. Vous savez, vous êtes au courant. On peut faire appel à des handicapés mentaux qu'on occupe, qui participent à la vie de la société en montant des boîtes comme ça, éventuellement. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet. En fait, entre l'impression et la découpe, il peut y avoir ce qu'on appelle la phase de lamination. C'est-à-dire qu'on met un pelliculage protecteur sur l'objet. Voilà, la lamination. Pour prolonger l'espérance de vie d'un imprimé,
qui reste à plat. Ça peut être un poster, mais ça peut être aussi pour un montage en 3D, un montage, un packaging. Voilà. Alors au départ de notre objet là, on va en fait faire une simulation rapide dans Adobe Dimension. Donc malheureusement, il n'y a pas d'automatisation. Il va falloir qu'on dessine chacun des panneaux qui composent l'objet, qu'on le crée dans Illustrator, et puis qu'on l'exporte vers Dimension et qu'on assemble. Alors, on va faire ça d'abord dans la palette des calques. Celui-là, je le verrouille. Je fais un nouveau calque que je vais appeler, mais c'est pas obligé de le renommer, c'est juste pour la démo. Je vais l'appeler objet affadissant. Voilà. Donc, je crée un rectangle par-dessus tout. Il a le fond blanc. Il n'a pas besoin d'avoir un contour noir, mais ça n'a pas d'importance en fait. Il a un fond blanc et l'opacité de l'objet va être diminuée. Voilà. Le but, c'est d'affadir. Voilà. Un peu comme ça. C'est bien. On voit clairement que c'est juste comme un calque, un guide qui va me servir à redessiner par-dessus les objets qui vont être en 3D. Ok. Qu'est-ce que c'est cette chose que je vois là? Ah tiens, on dirait qu'il y a un point là qui est perdu. Ah non, c'est le centre du rectangle. Ok, c'est juste le centre du rectangle qui est montré. Voilà. Ah oui, sinon par le menu fenêtre option d'objet, je crois oui, en effet, fenêtre option d'objet, il y a la possibilité de dire que les objets, leur point central n'est pas visible. Haha. Vous connaissiez? Non. Ah ben voilà. C'est vrai parce qu'on se demande ce que c'est ce point qui est au centre. Quoi qu'il en soit, ici, je verrouille cet objet affadissant et je crée un nouveau calque que je vais appeler panneau 3D. Voilà. Donc je vous rappelle qu'ici, on va utiliser Adobe Illustrator en tant que générateur d'objets 3D, mais c'est vraiment un des plus mauvais logiciels pour générer de la 3D. C'est juste parce que, pour commencer, c'est bien. Ça va nous permettre quand même d'avancer avec des outils que vous connaissez déjà. Donc bien sûr, ceux qui connaissent un logiciel 3D peuvent utiliser à la place un logiciel 3D. Ce sera beaucoup mieux que d'essayer de faire dans Illustrator les choses en 3D, puis de les assembler ensemble dans Dimension, mais voilà. Et alors, il faut quand même que je précise que pour des packaging, pour des présentoirs extrêmement complexes, ce qu'on va faire ici sera un peu trop cheapo, un peu trop complexe. Vous avez des présentoirs qui sont quand même beaucoup plus complexes que celui-là. Bon, enregistrer. On n'est jamais trop prudent. Donc au niveau du packaging du présentoir, vous vous souvenez à quoi il ressemble. Il va donc falloir qu'on génère dans Illustrator le panneau ici de devant. Un des panneaux du côté qu'on dupliquera dans Dimension parce que c'est le même en fait. Et puis le grand panneau à l'arrière là, qui n'a été texturé que sur le dessus, mais en réalité c'est un grand panneau 3D. Et puis le fond. Donc on va faire ça dans Illustrator. On va commencer déjà par le panneau du fond éventuellement. Donc j'y vais à la plume. Souvenez-vous que c'est juste pour faire un mock-up rapide, pour visualiser en situation dans une photo, sur un bureau, devant l'aventure d'un magasin, sur le... Voilà. Ok, donc touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis de la plume. Et je vais faire un clic et shift-clic. Non, pas shift-clic. Oui, shift-clic, oui. En tirant un tout petit peu pour avoir une petite tangente. Et je vous laisse faire la suite. Vous connaissez le fonctionnement de Illustrator. Donc, petite tangente, touche commande du Mac ou contrôle du PC pour ajuster. Et on fait le contour. Vous allez faire rapidement tout le contour à peu près. On n'est pas à 1 mm près parce que c'est juste pour faire un mock-up 3D. Voilà. On va même pas utiliser le système de symétrie ici. Ah tiens, le point là, j'aurais intérêt à plutôt le mettre là. Voilà. Et j'ai juste un problème, c'est que mon tracé que je suis en train de faire a un fond blanc et ce serait mieux qu'il n'ait aucun fond et aucun contour.
C'est de l'Illustrator basique, en fait, ceci. Vous connaissiez la technique de la microtangente, c'est celle qui est préconisée par Adobe. Oui, non? Comme ça, petite tangente, touche commande, et on ajuste. Ce qu'il faut là-dedans, c'est absolument éviter d'avoir des points qui n'ont qu'une moitié de tangente d'un côté. Ça risque de faire des pointes, c'est la mauvaise méthode. C'est pour ça que cette méthode-ci du Adobe est pas mal. Voilà. Ah tiens, je vais peut-être le mettre au bout de la droite, là. Voilà. Ok. Touche Shift, je clique. Voilà. Et puis je vais relier ici. Voilà. Et puis je vais, avec la flèche blanche, englober les deux points. Avec la flèche blanche, les deux points du bas. Et objet, tracé, alignement, donc raccourci Alt, commande J. Et je vais l'aligner en horizontal, évidemment. Voilà, ok. J'ai aligné deux points avec commande Alt J, donc la boîte d'alignement, tout simplement. J'aurais pu créer une grille aussi et me caler sur la grille, mais bon, c'est un peu plus complexe quand même la grille dans ce cas-ci. Alors bien sûr, dans la suite de l'exercice plus tard, il y aura une personnalisation de la forme ici, où on va pouvoir changer en fonction des objets qu'on va mettre, qui seront imprimés. On fera en sorte qu'il y ait des objets qui sortent. Et il y aura aussi des trous qu'on pourra faire, ça pourrait être très sympa. Mais ça, c'est pour après. On va déjà essayer de recréer en 3D, dans Dimension, ce présentoir pour pouvoir faire différents projets d'habillage et discuter avec le client, vous voyez, sans devoir imprimer et utiliser de l'encre sur une imprimante. Alors, vous avez, chez Roland Digital Group, vous avez des imprimantes qui sont prévues pour faire des mock-ups, des projets de packaging, avant que ce soit imprimé de manière industrielle à grande échelle. Ou alors, ça peut aussi servir pour faire, pour des petites séries, des packaging, des vrais packaging, parce que c'est capable de couper des choses assez épaisses. Voilà. Donc, ce genre de choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est un, vous voyez, un rouleau en caoutchouc sur lequel on pose les supports qu'on veut imprimer. Il y a plein de petits trous parce que c'est aspirant pour que ça tienne, pour que le support reste en place. Et puis ça imprime, et ça imprime avec 4 couleurs, voire même aussi du cyan clair, du magenta clair aussi, donc c'est 6 couleurs, hein, cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair. Ça peut aussi imprimer avec de l'encre blanche, utile quand on veut imprimer sur du carton brun et qu'on veut que le cyan, magenta, jaune, noir qu'on met dessus soit pas influencé par la couleur du carton, on met d'abord une couleur blanche. Aussi quand on veut imprimer sur du transparent. Ça peut imprimer du vernis sélectif, donc sur seulement une partie du packaging, du vernis mat ou du vernis brillant. Ça peut imprimer des encres métalliques, donc on peut vraiment faire un vrai projet de packaging sur ce genre d'imprimante, voire même des vrais packaging, mais pas en grande quantité, parce que ça prend quelques minutes pour imprimer et découper chaque packaging, et ça, voilà, et ça coûte cher. Donc, moi je dis c'est plutôt pour faire du prototypage ou des petits packaging qui vont coûter cher en fait. Hein. Vous vendez un produit qui coûte 300 €, un parfum ou je ne sais quoi. Si le packaging ça coûte 5 ou 10 € pour le fabriquer, ce n'est pas encore dramatique. Par contre, si votre parfum vous le vendez dans un Kruivat, vous le vendez 3 €, il faut que le packaging soit fait de manière industrielle, en grande quantité et que ça coûte moins cher. On ne va pas le faire sur une imprimante comme ça. Alors, il vous faut absolument un objet qui est
fermé, un objet fermé, voilà, pas un objet ouvert. Alors comment vérifier qu'on a vraiment affaire à un objet fermé? Bah, écoutez, je pense que même pour faire la 3D, même s'il n'est pas fermé, ça fonctionnera ici. Donc on ne va pas vérifier que c'est un vrai objet fermé. Parce que de toute façon, dans la suite du processus, pour le die cut, pour la découpe, on devra revenir là-dessus. Donc on va en faire un objet 3D. Vous allez chercher, bien sûr, menu fenêtre, 3D et matière. Vous allez, avec votre objet qui est là sélectionné, vous allez faire, dans ce cas-ci, une extrusion. Alors, on ne voit rien, parce que mon objet n'a aucune couleur de fond et de contour. Je vais lui mettre une couleur de fond, mais pas de couleur de contour, c'est mieux. Et je vais aller choisir ça dans le nuancier, qui est là. Et alors, je vais aller choisir du gris clair. Bien que, après, dans Dimension, cette matière de base sera cachée par des images qu'on va déplacer sur l'objet. Mais c'est pas plus mal. On aurait pu choisir aussi une couleur carton, si on veut, ou la créer. Bon. Voilà, donc on a un objet 3D au départ de notre profil. Pour remettre en place l'objet, si ça vous dérange qu'il soit de travers, ici dans le panneau 3D, on va mettre 0. Alors, voilà, 0 partout, et c'est bon. Si vous ne voulez pas voir l'objet 3D temporairement, c'est dans la palette Aspect que vous allez pouvoir gérer ça, en enlevant l'œil en face de l'effet, en fait, parce que c'est un effet qu'on a ajouté sur notre profil, l'effet 3D et matière. Voilà, ça c'est juste la couleur de l'objet qu'on voit. Donc si je tourne, voilà l'objet 3D, j'enlève l'œil en face de 3D et matière, c'est une autre solution. En fait, ça, peu importe comment il soit tourné, pour l'exportation vers Dimension, ça marchera. On n'a pas besoin de le mettre droit pour l'exporter vers Dimension. Alors oui, l'épaisseur, elle est quand même un peu trop importante là. Donc on va gérer ça. On va gérer ça avec la profondeur ici dans le panneau 3D et matière. Je vais lui mettre par exemple 1 mm, 1 mm, et voilà. Et ça me fait quelque chose qui est quand même un peu épais. Alors, quelle est sa dimension, en fait, à cet objet quand je le sélectionne? Si on va voir dans les propriétés, panneau propriétés, menu fenêtre propriétés, je vois que sa hauteur est seulement de 8 cm, en fait. Mais ça va pas. Hein. Le présentoir, il va faire plus que 8 cm. Hein. Vous voyez ? Quand on sélectionne l'objet et qu'on va dans le panneau propriété, menu fenêtre propriété, on voit hauteur de l'objet ici, largeur, donc il fait 4, c'est des millimètres en fait ici. Hein. Voilà, il fait 4 cm de largeur et 8 de hauteur. On va agrandir tout en fait, hein, à un certain moment, parce que ça va pas ça. Donc je vous demande d'enregistrer le fichier tel que vous l'avez là. Autant qu'il ait la bonne dimension quand il arrive dans Adobe Dimension. La bonne taille en centimètres. Oui, donc si vous voulez modifier la 3D, le panneau fenêtre 3D et matière, ou la palette aspect, cliquez sur 3D et matière, c'est un hyperlien, ça vous amène le panneau aussi. Voilà. Ah oui, et alors toi, à mon avis, tu avais coché cette option-ci qui peut être intéressante, mais pas dans notre cas, parce qu'on ne garde que le bord. Il faut que ce soit cloisonné de chaque côté, en fait. Voilà, le biseau, on va pas le faire ici, parce que ça va être assez plat. Donc mon épaisseur de
1 mm paraît grande parce que l'objet est tout petit. En fait, il fait que 4 cm sur 8, on va l'agrandir. Bien, donc on va éventuellement au départ de l'objet 3D que vous avez fait, créer un style parce qu'on va devoir l'appliquer sur d'autres choses qu'on va dessiner rapidement là. Donc vous avez votre objet qui est sélectionné, je viens juste dans 3D matière de remettre à 0 la position caméra sur l'objet. Oui, j'aurais pu choisir aussi dans la liste ici avant, et ça marche. Position avant. Donc vous allez dans le style graphique, menu fenêtre, style graphique. Alt-clic sur le signe plus, comme ça vous ne devrez pas redouble-cliquer sur le style après pour le renommer. Quand vous faites Alt-clic sur le signe plus dans une palette Adobe, ça affiche la boîte. Et on va appeler ça extrusion 3D 1 mm, 1 mm. Voilà, il est là. Ok, cet objet-là, je vais le verrouiller. Donc dans la palette des calques, par exemple, je verrouille. Comme ça, je vais pouvoir aller à la plume, tracer un autre objet. Oui, on aurait pu prendre la forme de tout le packaging et tracer des lignes qui divisent éventuellement. Oui, ça aurait pu être une solution aussi. Hein. Utiliser le Pathfinder ou l'objet, la fonction objet tracé, diviser les objets inférieurs. Oui, il y a plein de solutions. Bon, ici, justement, je vais utiliser le Pathfinder pour cette partie-ci, peut-être. Donc, à la plume, clic, voilà. Sans avoir de couleur, de fond et de contour, ce sera mieux pour dessiner à la plume. Donc il faut vraiment utiliser les raccourcis clavier et la barre d'espacement sur le clavier pour bouger. La touche commande du Mac ou contrôle du PC pour appeler la flèche. Oui, c'est là que j'aurais pu faire un objet qui déborde et puis utiliser le Pathfinder, mais finalement non, je vais le coller là. Comme je disais, c'est juste pour faire un mock-up. On n'est pas en train de faire le fichier qui servira réellement pour faire le packaging. Oui, qui lui doit être fait normalement dans un logiciel de conception assistée par ordinateur, ce que Illustrator n'est pas et Dimension non plus, ni même Blender. Alors, touche Shift pour que le point, voilà, soit bien horizontal. Enfin, c'est du basique ça, voilà. Vous ne devez pas faire celui de droite si vous avez fait celui de gauche. Ou celui de gauche si vous avez fait celui de droite, puisque c'est le même objet en fait, qui est juste symétrisé. On n'en a pas besoin. Un seul des deux, c'est suffisant. Ah non, il n'y a pas besoin de refaire la 3D, l'extrusion, etc. parce qu'on a stocké la 3D, les caractéristiques de l'objet ici ont été stockées dans un style graphique, donc en ayant cet objet-ci activé, j'applique, et voilà. Et on a la 3D qui est directement appliquée. Comme vous le voyez. Voilà, je réapplique juste le style graphique, c'est remis à 0. Parfait. Bon, on va déjà tester ces deux choses-là sans le mettre au bon format. Il va rester petit, mais on va juste tester rapidement l'exportation de ces deux objets 3D vers Adobe Dimension et voir comment on peut les assembler. Après, il faudra revenir dans Illustrator parce qu'il nous faut encore le... Qu'est-ce qu'il nous faut? La partie de devant, ici, c'est juste un rectangle. Et il faudra aussi le fond. Voilà, le fond, ce sera le fond de l'objet, c'est ça. Voilà. Et on aura tout ce qu'il faut. Bon, on peut le faire vite fait. Vous voulez le faire vite fait? Allez, faisons ça vite fait, oui, vous avez raison. Donc, je prends là juste l'outil rectangle. Je ne vais pas m'amuser avec la plume. Outil rectangle. Ah, quoique, Il y a un petit... il y avait le petit rebord là.
Bon, c'est pas grave. Rectangle, sans couleur de fond et de contour. Et puis là, je vais aller avec la plume ajouter un point. Voilà. Avec la flèche blanche, bouger celui-là, touche majuscule, avec l'outil de point d'ancrage, ajouter dans le bon sens, touche Shift, une tangente, et voilà. Enfin, c'est du basique vectoriel, quoi. Et j'applique le style graphique qu'on a stocké, et voilà. Et puis la dernière chose, donc le grand rectangle en bas. Ah oui, je vais peut-être verrouiller cet objet-là, ce sera plus facile. Voilà. Ce grand objet sur lequel j'applique le style graphique. Voilà, on a plein d'objets 3D. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je pense pas. Le reste, les pattes, là, ne sont pas importantes parce que ça participe pas au volume de l'objet 3D. N'oubliez pas d'enregistrer au cas où. Je vais tout de suite enregistrer à nouveau sous un nouveau nom, donc je suis sûr que la version 9, elle est correcte. Et par sécurité, j'enregistre en version 10 chez moi. Comme ça, si je foire complètement la version 10, la 9, je suis sûr qu'elle est bonne. Donc ça, c'est une bonne astuce d'enregistrer 2 fois de suite sous 2 noms différents. Comme ça, la version juste avant, on risque pas de l'écraser par erreur. On déverrouille tous les objets 3D. On les sélectionne. CTRL A, commande A. On doit voir le panneau propriété quelque part, menu fenêtre propriété. Ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. Oui. C'est pas génial, parce que j'ai ceci qui perturbe le calcul, le fond qui est là. Vous savez quoi? On va juste créer un rectangle sur le côté. Voilà un rectangle sur le côté auquel je peux donner n'importe quelle couleur. Et ce rectangle, il va me servir pour connaître la hauteur que je veux donner au panneau ici, en fait. Donc, quelle est la hauteur? Eh bien, par exemple, on me dit que l'objet doit avoir 38 cm de haut. Donc, mon rectangle est sélectionné. Je suis dans le panneau propriété, ici je fais 38,5 cm, touche tabulation. Voilà, ça c'est un rectangle de 385 mm. Ouais. Et puis, je vais peut-être le verrouiller. Les autres objets, je les sélectionne. Et je vais m'arranger pour que le panneau ici du fond du PLV du présentoir et la hauteur demandée. C'est important si par la suite on amène d'autres objets comme des canettes ou des packaging qu'on doit mettre dedans. C'est important que ce soit à bonne dimension quand ça arrive dans dimension. Outil de transformation avec la touche Shift enfoncée, bien sûr. Voilà. Et voilà, on y est à peu près. La hauteur du panneau du fond fera à peu près, donc 38,5. C'est
on va dire, la dimension qu'on m'avait donnée. On m'avait dit, il doit faire 38,5 de hauteur. Et bien voilà. Vous voyez, je ne pouvais pas utiliser le panneau propriété parce qu'il y avait ceci qui faussait le calcul. Voilà, je vais enregistrer sous un nouveau nom. Alors, l'exportation des objets 3D vers dimension. Il faut les sélectionner. Et puis, vous avez menu fenêtre, exportation de fichiers, c'est une palette. Menu fenêtre, exportation de fichiers. On va déplacer donc tous ces objets 3D. Il faut qu'ils soient des 3D. Voilà, on va les déplacer dans la palette exportation de fichiers. On va indiquer que... Oui, alors il est possible que vous ayez déjà du OBJ ou des choses comme ça dedans. On est d'accord? Vous supprimez le OBJ. Ou vous le changez en USDA. Voilà, ce sera mieux. Il serait possible déjà ici dans Illustrator de mettre de la texture sur les objets 3D. Mais on va dire qu'on va le faire dans Dimension. Ce ne sera pas plus mal. Donc, et vous cliquez donc sur exporter et vous l'exportez. Bon, je vais le mettre dans un sous-dossier, ce sera plus propre. Voilà. On a exporté, je vais aller voir dans le Finder. Présentoir en 3D, panneau 3D venant de Illustrator. Voilà, ils sont là tous les quatre. On va aller dans Adobe Dimension. Voilà, créer une nouvelle scène et importer. Alors, il va falloir utiliser le raccourci parce qu'en fait, on ne peut pas importer plusieurs objets en même temps, je pense. Donc, on va devoir les importer un par un. Alors, je vais quand même tester pour voir si on peut les déplacer tous du Finder vers la scène d'un coup, parce que parfois, ça marche bien comme ça aussi. Les fichiers USDA. Non, il n'en a amené qu'un seul. Donc techniquement, il est possible de les déplacer au départ du Finder, mais... C'est lequel ça? C'est le 4. Ok. Je déplace le 3, puis le 2, puis le 1. Voilà, finalement, on a nos objets dans Dimension, d'une manière ou d'une autre. Ils doivent être posés sur le sol. Voilà. Waouh. Voilà. Bon, ce serait intéressant d'enregistrer le fichier Dimension. Au niveau de l'épaisseur, ça marche. Vous voyez, le problème, souvent, c'est qu'on n'a pas donné la bonne taille aux objets dans Illustrator, et alors on a mis une épaisseur d'1 mm, et quand on les récupère dans Dimension, on a l'impression que l'épaisseur est de 5 mm. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas à la bonne taille. Mais nous, on les a mis à la bonne taille dans
dans Illustrator. Donc ils ont réellement, on a réellement l'impression qu'ils ont une épaisseur de 1 mm. Ok, je vous laisse faire. Non, je vous montre, pour ceux qui seraient un peu perdus. Ceci, c'est le panneau de devant, il doit rester vertical. Ceci, c'est le fond, avec ceci dans le gizmo. Et la touche Shift, je le tourne à 90 degrés. Voilà, c'est le fond. Ceci, par rapport au fond qui se trouve là derrière, ceci doit tourner, donc flèche verte, touche Shift pendant que je tourne, voilà. Je dois en avoir deux, donc avec la touche Alt, je le déplace. Voilà le deuxième. Et voilà. Pour les besoins de l'archivage, je vais enregistrer ceci. Mais ce n'est pas nécessaire à ce stade, c'est juste parce que c'est une formation pour que vous ayez le fichier intermédiaire. Voilà, donc il va vraiment falloir, avec la roulette de la souris, zoomer en avant, en arrière, en appuyant sur la roulette, faire le panoramique, avec le bouton droit, tourner. Ça va être vraiment utile pour assembler les objets, parce qu'on va devoir le faire en plusieurs fois. Je veux dire en plusieurs étapes. Donc l'objet ici, par exemple, je vais le déplacer comme ça. Voilà, puis bouton droit à la souris, je le déplace comme ça. Puis bouton droit, je regarde du haut ce que ça donne, ça a l'air d'être bien. J'enfonce la roulette pour faire le panoramique. Cet objet-là, je vais le mettre comme ça. Ok. Puis comme ça. Oui, c'est un peu du bricolage, hein. C'est un peu du bricolage, mais ça va marcher, ça va fonctionner. On va arriver à les aligner, les assembler. Un peu comme si on avait, dans la réalité, les différentes parties qu'on doit assembler. Ça m'a l'air pas mal, ça. Donc, ça demande un peu de dextérité au niveau de la souris pour voyager dans la scène 3D. Et surtout, il ne faut pas être perfectionniste et commencer à vouloir faire du millimètre. Je vous rappelle que c'est juste un mock-up pour regarder ce que ça va donner, faire des tests de design sans devoir imprimer. Ok, alors le fond là, voilà, on va le mettre là. Bon, ben, je pense que comme ça c'est pas mal. Ah, le fond est un peu trop grand. Il déborde par l'arrière. C'est pas grave, je vais aller modifier un peu son échelle en quoi? En X. Non, pas en X. En Y. Je sais pas ce que tu vas faire dessus. Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre 0,98. Touche tabulation. Non. Oui, je peux aussi modifier ici. Voilà, c'est bon. Bon, en fait, j'ai découvert mon père était ébéniste et il a toujours voulu voir ça, parce que j'étais jeune, je ne voulais pas. Et maintenant, je m'en rends compte que Ton père ébéniste t'apprend. Tu dois oui. C'est intéressant ça. Antoine, tu dois avancer. Tu peux pas les mettre là sur le côté. Ben, en fait, je m'arrange pour qu'il y ait pas de l'eau, parce que l'autre mon truc, je sais pas les faire. Ça fait des eaux. Vous avez un jour
Figure-toi que moi j'ai travaillé avec un très très grand spécialiste 3D, Ouais. qui par ailleurs était un BDiste connu, Mhm. et son père était fabricant d'objets en étain, des soupières, donc quelque part il a prolongé en numérique ce que son père faisait en vrai. Donc c'est intéressant. Ben, ça pourrait me servir aussi. Hein. Bon, une fois que vos formes sont toutes assemblées, vous sélectionnez tout avec commande A, ou alors vous englobez avec la flèche noire, bien sûr, et vous allez demander objet associé, parce que actuellement, vos objets sont des objets séparés. Et attendez un peu, on va d'abord faire objet dissocié, comme ça on se débarrasse des dossiers. On va peut-être encore faire objet dissocié. Donc commande A, objet dissocié. Voilà. Il y avait des groupes et des sous-groupes. Donc en faisant objet dissocié 2 fois, je me retrouve vraiment avec les mèches qui ne sont pas dans des groupes. Puis à nouveau commande A, cette fois-ci je fais objet associé. Vous avez compris, il fallait supprimer tous les petits dossiers qui étaient, qui étaient venus avec le fichier USDA. En sélectionnant tout et en faisant objet dissocié 2 fois, j'ai dû le faire. Et puis en sélectionnant tout, j'ai fait objet associé. Et donc j'ai maintenant tout groupé dans un dossier. Et donc, quand je déplace, c'est tout qui se déplace. C'est quand même plus pratique. Évidemment, ça n'a aucun sens de déplacer ici parce qu'il n'y a pas autre chose dans la scène, mais voilà. Bon, ce serait intéressant de déjà tester l'implantation de ça dans une scène. Donc, vous pourriez aller chercher une image dans Bing, voire même faire une photo vous-même, évidemment. Voilà. Ou alors, vous utilisez Bing Image Creator, vous connaissez. C'est un peu l'équivalent de Midjourney, mais en moins bien pour l'instant. Hein. C'est gratuit. Alors, il faut avoir une adresse Microsoft. Et on a droit à générer jusqu'à 10-15 images par semaine, je pense. Enfin bon, c'est difficile de voir. Oui, voilà, le nombre de générations est indiqué là. Mais c'est gratuit. Et évidemment, si vous voulez plus, vous payez. Mais toute personne qui a une adresse Microsoft a accès à Bing Image Creator. Et je pourrais lui demander... Moi, ça m'énerve un peu parce que même dans les pubs et tout. Bon, je sais pas, je vais lui demander... J'arrive là-dessus. Voilà. Je vais juste lui demander de créer ça. Et on va voir ce qui va me générer. Sinon, j'irai chercher sur le web des images que j'ai le droit d'utiliser. Et bien sûr, on peut aussi photographier. Si vous travaillez pour un vrai client, bien sûr, vous photographiez son environnement et vous l'utilisez pour implanter l'objet, pour montrer ce que ça va donner, avant même de créer l'objet, dans Dimension. Voilà. Ah oui, voilà. C'est un peu trop fourni. J'ai pas la place pour poser l'objet. Mais c'est vrai que ça ressemble à un intérieur de magasin. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Ok, je vais passer au vrai Bing et lui demander des images. Voilà. Donc j'ai par exemple ceci. Si je veux vraiment être réglo, je peux filtrer et demander une licence Creative Commons. Comme ça, je ne vais pas être poursuivi en justice pour avoir utilisé une image que je n'avais pas le droit d'utiliser. Haha. J'ai pas assez de choix, je vais peut-être ouvrir un peu plus les résultats. Après tout, je pourrais taper en français aussi. Ah, ça va un peu mieux, ça.
Je vais voir si je peux obtenir une version de plus près. Voilà, mais en fait je suis en Creative Commons au niveau du filtrage et donc forcément ça réduit le nombre de résultats assez drastiquement. Voilà. Ok. Voilà, ceci, ce sera mieux. Ok, donc dans Dimension, vous vous souvenez comment ça fonctionne? Si vous cliquez sur le fond, à côté de l'objet, il n'y a aucun objet qui est sélectionné. Vous avez dans les propriétés l'arrière-plan et vous allez pouvoir en cliquant là choisir l'image. Ou alors on aurait pu aussi faire fichier, importer, image en tant qu'arrière-plan. Les deux fonctionnent aussi. Et alors on va chercher la bonne image, c'est celle-là, oui, voyons, voilà. Et alors, il va falloir demander adapter à l'image, donc dans les actions qui apparaît quand on n'a aucun objet sélectionné, parce que si on a un objet sélectionné, les actions, ça ressemble à ça. Mais quand on n'a aucun objet sélectionné, je clique à côté de lui, on a adapté à l'image et on va pouvoir cliquer, OK. Voilà, et l'objet là, si je le déplace, il devrait tomber parfaitement sur le desk. Le point de vue sur l'objet a dû être modifié. Ça s'est pas trop vu ici, mais en fait, ça a quand même dû marcher. Je vais le prendre par là maintenant. Voilà, pour pouvoir le tourner. Évidemment, il est brun, foireux, ça ressemble à rien, mais on montre son implantation dans éventuellement un environnement. Bon, donc l'arrière-plan, je vais le désactiver pour l'instant dans les propriétés. Et je vais aller retravailler sur l'objet. Touche F. Bouton droit, voilà. C'était juste pour montrer. Ah tiens, j'ai mon fond là qui est... Il y a un trou. Ok, je vais le sélectionner spécifiquement dans le groupe. Et aller le déplacer un peu pour boucher le trou. Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Ok. Bon, on va faire comme si c'était bon. Je ne vais pas le redimensionner. On va tester l'application d'un motif là-dessus, avec éventuellement un logo. Bon, on va aller chercher un motif sur le web. Je vais dans Bing. Bien sûr, le motif, on pourrait le créer soi-même dans Illustrator, dans Photoshop. Dans Photoshop, vous avez plusieurs manières de faire les motifs. Il y en a deux principales. Motif par script ou motif par le rebouclage, ce qu'ils appellent le preview de motif. Dans Illustrator, vous avez une manière de faire les motifs. Dans Midjourney, si vous demandez l'option Tile, T-I-L-E, il va vous faire des motifs. Enfin, des motifs, il y a plein de manières d'en faire. Là, je vais juste demander rapidement pour le test dans Bing, le moteur de recherche, un motif de fleurs au raccord. Je vais dans la partie image. Dans les filtres, je vais demander
du Creative Commons par exemple, voilà. Et voilà. Alors, on a des free, seamless, vector. Voyons un peu ça. Bien. J'enregistre ça. Je vais mettre ça dans un sous-dossier que je vais appeler motif. Sinon, ça va devenir la foire pour s'y retrouver. C'est du WebP, mais c'est lisible maintenant sans problème dans Photoshop. Bon, vous avez votre motif téléchargé. On va aller dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, on va ouvrir, bien sûr, le motif. C'est celui-là. Il est très précis. Image, taille de l'image, c'est indiqué aussi en bas à gauche dans la fenêtre 1920 sur 1920. C'est un peu trop. Donc je vais le réduire ici. Avec, donc dans image, taille de l'image, avec rééchantillonnage enclenché. Avec pourcent ici à la place de centimètres, je vais indiquer par exemple que je le veux à 25%. Voilà, 480 sur 480. Donc la largeur et la hauteur sont diminuées par 4. Il y a 16 fois moins de pixels. C'est logique. OK. Voilà. Et donc ce motif qui a maintenant une dimension, une taille gérable. Attendez un peu. Dimension du document. Voilà, 480 sur 480. La résolution n'a strictement aucune importance dans Photoshop. On va en faire un motif. Là, j'ai réduit à 25% et il faut à peu près avoir quelque chose entre 200 et 600 pixels de côté, je dirais. Alors, édition, utiliser comme motif, c'est la vieille méthode pour l'envoyer en tant que motif. Édition utilisée comme motif, OK. Sinon, la nouvelle méthode, c'est menu fenêtre motif. Et j'aurais pu cliquer sur le signe plus ici. Quoi qu'il en soit, il est là en tant que motif. Dans la taille, on va voir ça. Ensuite, je vais créer... Oui, il pourrait être utilisé. Cette image-là pourrait être utilisée dans Dimension. Oui, on peut le faire. Donc on va enregistrer sous et je vais indiquer que c'est la version 480 dans mon cas sur 480. Je vais peut-être raccourcir le nom tant qu'on y est. Je vais l'enregistrer au format PNG. C'est relativement controversé le format PNG pour faire de la 3D, mais ça passe. Donc là, à ce stade, le fait d'avoir fait édition, utilisé comme motif et de l'avoir mis dans la palette motif n'influence absolument pas ce qui va suivre. Ce sera quand on va l'utiliser comme motif dans Photoshop. Mais là, j'ai décidé que j'allais, cette version réduite, l'enregistrer sur le disque dur et l'utiliser tel quel, non répété. Le fichier, dans le fichier, il n'est pas répété plusieurs fois. Je vais l'utiliser dans Dimension. La répétition va se faire dans Dimension. C'est une des manières de faire. Voilà, dans Google, j'ai juste tapé ça et on tombe sur plein de discussions qui vous expliquent pourquoi le PNG n'est pas nécessairement le meilleur format pour les textures, etc. Mais bon, là, on en est au début et on va aller donc dans Dimension sur notre objet et on va sélectionner éventuellement un des panneaux, celui du fond. Ah, ça aurait été pas plus mal de les renommer parce que là, pour les retrouver avec leur nom qu'ils ont là, c'est pas évident. Donc celui du fond, c'est celui-là. Je vais le renommer.
en double-cliquant sur son nom. Voilà, le panneau du fond. Ah oui, pour vraiment vérifier que c'est bien lui, je peux aussi cliquer sur l'œil, et si on le voit disparaître de la scène, c'est que c'est bien lui. Donc le panneau du fond. Et on va importer placer l'image sur le modèle. Quelle image? L'image du motif 480 par 480. Voilà. Et c'était là dans ton framework, Bien. Alors, il est fort brun. Est-ce que c'est une question d'éclairage? Oui, c'était une question d'éclairage. Je suis allé mettre un éclairage 3 points. Voilà. Et on voit que ça marche. Pourquoi il ne veut pas mettre sur le modèle, sur une image? Pourquoi il ne veut pas mettre l'image sur le modèle? D'abord, la question c'est, est-ce que tu as bien sélectionné, parce qu'on a groupé tout à l'heure, est-ce que tu as bien, dans le panneau scène, sélectionné l'objet sur lequel tu vas mettre... Oui, parce que si on sélectionne tout, si c'est le groupe qui est sélectionné, il n'est pas possible d'importer l'image dessus. Alors, une solution pour ne pas s'ennuyer, c'est aussi de déplacer directement du Finder vers l'objet, et ça devrait marcher même s'il est groupé. Je vais tester ici. Il ne faut pas hésiter à faire du drag and drop. Donc, le motif, on en était où? Le motif, il est là. 480, 480. Je le déplace sur l'objet. Et voilà, ça marche. Donc, même s'il fait partie d'un groupe, ça marche. OK. Alors, propriété, quand vous double-cliquez sur l'image qui est là sur votre objet, propriété, on va le mettre en fond. Donc ce n'est pas juste une image qui se met, ça va être en fond, voilà. Ça va se répéter. Et l'échelle de la répétition va déterminer le nombre de répétitions. Voilà. Là, je suis en train d'augmenter la valeur répétée ici. Voilà. Et voilà. Parfait. Comme il était au raccord, c'est parfait. Ah oui, son décalage. En X et en Y, son décalage doit être géré éventuellement. Ok, super. Et de l'autre côté, il est aussi, alors que normalement, dans la vraie vie, peut-être pas. Si on voit jamais le derrière, inutile d'imprimer, mais bon. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Bon, il serait possible sur cet objet d'amener une autre image. Un logo, par exemple. Ben, on va tester, on va voir ce que ça donne quand on amène un logo. Donc finalement, la fonction motif dans Photoshop n'est pas très utile ici. Mais vous allez voir que ça peut quand même être utile. Donc, on va par exemple aller chercher le logo Nike. Nike. Vous savez qu'en principe, ça se prononce Nike, parce que c'est une déesse de l'Antiquité, la déesse Nike. Mais bon, comme c'est pas très bien vu pour l'instant, je veux dire à notre époque,
On va prononcer Nike. On va garder l'adjectif pour les projets qui capotent. Donc, si motif, non, je veux dire logo, bien sûr, Nike, qui est sous copyright, on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Donc c'est le swoosh. Donc c'est un motif qui a été fait au départ par une stagiaire ou une petite graphiste débutante, je me souviens plus trop, il faut regarder l'histoire. Je vais aller sur Wikipédia voir. Vous devez aller aussi sur Wikipédia, parce que c'est là que vous allez trouver le logo en vectoriel, parce que sur Wikipédia, les logos, il y en a beaucoup, et en très bonne qualité. On peut le prendre en SVG. C'est ça, du SVG, c'est du vectoriel. Et donc, au départ, c'est ça, créé en 71 par Caroline Davidson, étudiante en graphisme à l'université de Portland. Voilà. Et donc, vendu pour 35 $. Donc, correspondant à 17,5 heures de travail. Comme ça, vous avez une petite idée de combien de temps ça prend pour mettre au point un logo. Ça, il y a une réflexion. Hein, bah, évidemment, si c'est un bête logo, comme les logiciels automatiques peuvent les faire en ligne, en 5 minutes, c'est fait. Mais si là, c'est quand même un peu... Il y a de la réflexion. Voilà. Donc, par la suite, elle s'est occupée de l'aspect graphique de Nike. Voilà. Puis ça a été confié à une agence de publicité. Bon, alors je ne sais pas s'ils le disent ici, mais elle a reçu une autre compensation. Elle s'est vue offerte, je pense, des parts dans la société. Une action ou plusieurs actions dans la société à un moment où la société était encore petite. Donc, les actions ont pris en valeur. Oui, parce qu'on entend souvent parler de cette histoire du logo Nike fait par une étudiante et que l'étudiante s'est fait avoir, mais l'histoire est un peu plus complexe que ça. En fait, Nike n'a pas vraiment profité de l'étudiante, donc tout va bien. Alors, j'ai cliqué sur le logo sur la page Wikipédia et je suis en train de chercher. J'ai déjà vu en fait, hein, mais là je suis en train de chercher comment je vais pouvoir le télécharger en SVG. Vous l'avez trouvé en SVG? Peut-être plus de détails? Ouais, c'est ça, fallait cliquer sur le logo en haut à droite sur la page Wikipédia de Nike, puis sur plus de détails, et là, on va pouvoir le télécharger en plein de versions jusqu'à 2560 pixels de large. Mais il y a aussi le fichier d'origine qui est un SVG, donc Scalable Vector Graphics, c'est du vectoriel. Voilà, il est là. Il a l'air de rien là au-dessus, mais en fait c'est du SVG. Et si vous faites un clic droit enregistrer l'image sous ne marche pas, je pense qu'il va vraiment falloir faire fichier enregistrer sous. Enfin, clic droit enregistrer sous aurait marché aussi. Mais on voit qu'on enregistre un fichier SVG. Voilà. Et si maintenant dans Illustrator je l'ouvre, fichier ouvrir dans Illustrator, le voilà. Si je fais commande Y, CTRL Y, je vois que ce sont vraiment des vecteurs et il est vectoriel. Voilà. Donc, je ne vais pas le modifier, je vais l'utiliser tel quel. Et je vais lui donner une couleur autre chose que du noir. Commande Y pour revenir à la version couleur. Ici, je vais lui donner, par exemple, une couleur arc-en-ciel. Ah, alors, il va falloir que je modifie donc le fond du logo qui est actuellement sélectionné et que j'aille chercher, par exemple, ici. Ah ben non, je vais utiliser un dégradé.
Oui, c'est ça, on va aller chercher un dégradé. En bas à droite, à gauche du nuancier, dans dégradé, combinaison de couleurs sans doute. Voilà. Et là-dedans, on va peut-être avoir l'arc-en-ciel quelque part. Voilà. Ok. Et puis avec l'outil dégradé, on peut retracer comme on veut. Et j'enregistre cette version arc-en-ciel. Je vais le garder vectoriel et l'importer en vectoriel dans Dimension. Et je vais l'importer sur le même fond qui a déjà reçu le motif. Donc si je regarde au niveau des matières, on a le matériel de fond et on a l'image par-dessus, oui. Donc ça, vous avez aussi quand vous faites comme ceci. Avec la flèche. Votre objet est sélectionné. Vous allez dans ses caractéristiques et vous avez l'image qui est là. Ok. Donc c'est sur cet objet que je vais importer le logo. Je vais peut-être le déplacer carrément plutôt que de faire fichier, importer, placer l'image. Voilà, celui-là. Ok. Ah, il veut pas du SVG, misère. Va falloir que j'en fasse une version. Va falloir que j'en fasse une version pixel en fait. Ça c'est dommage. En fait, j'avais oublié qu'il prenait pas le SVG. Non, il veut pas en effet. Quand on fait fichier, importer, placer l'image sur le modèle, le SVG est grisé. C'est pas grave. Dans Illustrator, fichier, exporter, enregistrer sous, exporter sous, je veux dire, exporter sous PNG. Voilà. Donc ça va être le Rainbow Swoosh .ping, puisque PNG ça se prononce ping en anglais. Voilà. Donc dans Dimension, cette fois-ci, je vais déplacer la version PNG. Et voilà, il est là. Repositionnable, redimensionnable avec la touche Shift. Voilà. Et voilà. Si c'est pas joli, ça... Bon, il est un peu perdu hein, dans tout le détail du motif. Ça, c'est dommage. Donc, je termine avec ceci rapidement. Donc ici, je vais, derrière le logo, créer un rectangle auquel je vais donner une couleur grise. Non, il veut me faire un dégradé. Il faut que je lui indique que je veux faire une couleur unie. Donc dans le nuancier, nouvelle nuance. Voilà, je vais faire du gris. Touche Shift. Voilà du gris. Objet disposition arrière-plan. Donc c'est juste pour que je puisse voir rapidement ce que je fais maintenant sur le logo, c'est-à-dire lui ajouter un contour blanc qui va me permettre de le placer plus facilement dans sur le motif qui est un peu complexe. Voilà, contour blanc, épaisseur avec la palette contour. Voilà l'épaisseur, contour qui doit être à l'extérieur pour ne pas modifier la forme du logo. Donc extérieur. J'enlève l'œil en face du
rectangle qui me servait juste à voir le contour blanc. Ah tiens, il y a un problème ici. C'est coupé. C'est pas bien ça. Je retourne dans la palette de contour. Ok, au niveau de la limite, il va falloir que j'augmente. Voilà, limite 30 au lieu de 10. Vous connaissez la limite dans la palette de contour? Donc la limite, elle était sur 10. Ça voulait dire que la pointe ne pouvait pas être 10 fois plus longue que l'épaisseur du contour. Et en mettant 30, je l'ai autorisé à être jusqu'à 30 fois plus longue que l'épaisseur du contour. C'est ce qu'on appelle aussi la flèche. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça dans Illustrator. Ils ne comprennent pas ce que c'est la limite ou la flèche. Et bien voilà. C'est donner l'autorisation aux pointes d'être un certain nombre de fois aussi longue que l'épaisseur du contour. Alors, j'enlève l'œil en face du rectangle et j'enregistre cette fois-ci avec les... Ok, mais il faut que je fasse une exportation en PNG parce que là je viens de l'enregistrer en JPEG. Voilà. Donc dans Dimension, je vais double-cliquer là-dessus, touche suppression, et je vais déplacer cette fois-ci la version avec le bord blanc, la version PNG avec le bord blanc. Voilà. Et donc, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Touche Shift quand je redimensionne. C'est mieux que tout à l'heure. Voilà. Et alors, tout l'objet, je vais un peu le tourner parce que on a un problème d'éclairage. Voilà. Je vais le tourner pour qu'il soit dans la lumière. Puis je tourne autour de lui. Ok. En double-cliquant, il faut ensuite que j'indique que c'est le logo que je veux modifier, la position. Voilà. Ok. Je vous rends le clavier Shift. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Et donc tout ça doit être rendu dans le dossier de ce cours-ci qui est le cours ATE 2-04.